Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation et merci Thierry de cette présentation. Alors, le sujet sur lequel on m'a demandé de plancher, comment la littérature jeunesse construit le futur lecteur, le futur citoyen. Alors, avant de s'interroger sur la manière dont la littérature pour la jeunesse construit le lecteur, peut-être peut-on se demander comment... Alors, disons, la production jeunesse, parce qu'on confond souvent le secteur de l'édition jeunesse et la littérature pour la jeunesse. Donc, comment la production conçoit le lecteur, le détermine. Car il s'agit d'un secteur où il y a énormément d'intentions sur ce à quoi sert la littérature, sur ce qui est bon ou pas pour les jeunes, sur ce qu'il faut leur inculquer, sur l'âge du lecteur auquel un livre s'adresse. Je ne suis pas sûre qu'en tant qu'adulte, on supporterait cela. Par exemple, que l'on nous accueille à l'entrée d'une librairie en nous disant « Bonjour madame, alors le rayon des livres pour les femmes entre 40 et 50 ans, c'est par là ». La production jeunesse est fortement conditionnée par l'idée que l'on se fait des enfants et des jeunes. Et il en est ainsi depuis l'invention de la littérature pour la jeunesse. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est née, de ce que l'on a reconnu l'enfant comme un individu à part entière, mais avec des besoins spécifiques. Et c'est ainsi qu'elle a constamment évolué. Si l'on pense aux livres pour les tout-petits, qui, je le rappelle, n'apparaissent véritablement que dans les années 90, c'est à partir du moment où l'on va cesser de prendre les bébés pour des tubes digestifs, l'expression n'est pas de moi, elle a été rappelée par Patrick Bensoussan, c'est l'expression de René Zazot, qui était pourtant un très grand et fort intéressant psychologue spécialiste de l'enfance. Mais voilà, dans les années 60, comment on parlait des bébés. Et donc il a fallu considérer ces bébés comme des personnes, du titre de cette série d'émissions qui a bouleversé, d'émissions télévisées qui a bouleversé la France en 1984, une série de Bernard Martineau, pour constater enfin qu'ils sont intelligents et sensibles, et alors on peut éventuellement leur adresser des livres, et on peut construire assez rapidement d'ailleurs une production qui leur est destinée. Donc la première intention, eh bien, c'est l'éducation. D'ailleurs, en France, cette littérature, au départ, n'a pas de nom et se voit d'abord désignée autour des années 1830 par l'expression « livre d'éducation », avant que ne s'y substitue celle de « livre d'enfants », puis, à la fin du XIXe siècle, de littérature enfantine. Et selon Isabelle Hier-Chevrel, ce n'est que dans les années 1980 que s'impose l'expression « littérature d'enfance et de jeunesse » avec le titre du « Que sais-je » de Denise Escarpite. Les premiers écrivains pour enfants furent largement des enseignants ayant pris la plume à l'intention de leurs élèves. Leurs écrits étaient pensés comme un matériau pédagogique. Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, en publiant ce que l'on considère comme le premier roman écrit pour la jeunesse, Les Aventures de Télémaque, 1799, mettait en pratique le principe du placere docere, plaire pour instruire, tel qu'il avait été énoncé 30 ans plus tôt par La Fontaine, une morale nue apporte de l'ennui, en ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaires. La morale. Au début du XIXe, il n'y a pas alors de distinction entre livre de classe et livre de loisirs. Et le genre qui va s'imposer, c'est l'historiette morale. Il s'agit de courts récits situés dans la vie quotidienne qui mettent en scène les dangers de telle ou telle conduite enfantine et les bénéfices de la vertu. Les personnages, qui sont en majorité des enfants, n'ont aucune intériorité. Ce sont des emplois au service de la démonstration que l'adulte s'attache à conduire sous couvert d'une fabulation. Cette intrication entre livre pour enfants et conclusion morale a perduré, puis s'est diluée dans le roman, l'album narratif, mais a très certainement laissé une empreinte durable jusqu'à aujourd'hui. J'ai maintes fois été étonnée d'entendre des jeunes étudiants, non encore connaisseurs de la littérature pour la jeunesse contemporaine, appréhender des albums en attendant d'eux
qu'ils inculquent une morale, comme s'il s'agissait d'un fait ancré dans notre culture, que les livres pour enfants sont de tout temps et à jamais destinés à délivrer un message. Sans doute, la fortune des contes de Perrault, celle des fables de La Fontaine, étudiées dans tous les établissements scolaires, ont-ils largement marqué les esprits. Et nombre de publications très commerciales, c'est-à-dire rapidement et médiocrement réalisées, font encore souvent usage de brèves conclusions morales, comme un code du genre rigoureusement incontournable. Mais le schéma de l'historiette ou de la fable est clairement révolu, seulement convoqué de manière épisodique, éventuellement par la caricature. Pourtant, bien des albums, encore aujourd'hui, ont pour visée manifeste de tirer l'enfant vers des comportements vertueux. De fait, les valeurs qu'ils sous-tendent de tels projets n'appartiennent plus au registre conservateur, comme ce fut le cas par le passé, mais d'autres valeurs leur ont été substituées. Le bon comportement citoyen, le respect de l'autre, celui de la nature, etc. Nombre d'albums font encore aujourd'hui, sous couvert de fiction, peser sur l'enfant la vision transcendante d'adultes qui lui dicte ce qui est bon pour lui. Est-ce pour autant de la morale, la question reste ouverte, mais je crois que le livre pour la jeunesse française demeure marqué par son ancrage éducatif et que l'émancipation de ce schéma premier reste sans doute à interroger. L'objectif pédagogique n'a rien perdu de sa force aujourd'hui, ce à plus forte raison que le lien entre réussite scolaire et lecture est maintenant premier pour des parents qui subissent la pression du chômage et souhaitent à tout prix la réussite de leurs enfants. Ainsi, leur choix se porte-t-il très largement sur les livres ludo-éducatifs. Rappelons que l'un des albums qui arrive depuis des années dans le peloton de tête des ventes, c'est « Tchoupi va sur le pot ». Et je sais, c'est dur. Et que le sous-titre, vous connaissez le sous-titre de « Tchoupi va sur le pot » ? C'est « Tes parents demandent à Tchoupi de te dire que tu as intérêt à te dépêcher d'être propre pour l'entrée à l'école parce que maintenant, ça va bien ». Si 96% des parents interrogés, selon une étude OpinionWay de 2013, commandée par l'APEL, France Info, Mon Quotidien et l'Actu, donc 96% des parents interrogés disent que la lecture, c'est important. Il faut bien entendu entendre, c'est important pour l'école. Mais en même temps, ils sont tout aussi nombreux à affirmer que la lecture doit être un moment de détente. Et c'est bien ainsi que la littérature pour la jeunesse s'est construite, entre ces deux pôles, placere, docere, celui de la lecture à visée éducative et celui de la lecture à visée de divertissement. Le plus souvent, les deux sont intriqués, même si cela peut donner lieu à des guerres de tranchées entre ministère de l'Éducation nationale et ministère de la Culture, par exemple, entre lecture utile, exploitation, selon ce mot adoré des auteurs, exploitation des livres à l'école et revendication de la lecture, plaisir, par les bibliothèques notamment. Le débat commence à ne plus tellement se poser en ces termes. L'école a un peu compris. En fait, l'école a un peu laissé tomber la littérature pour la jeunesse. En tout cas, si on regarde les programmes de collège, par exemple, ou si on s'intéresse à la formation continue des futurs enseignants, enfin des enseignants, mais aussi à la formation initiale en dehors de certains centres universitaires, dont celui de Toulouse, et plus majoritairement ceux de la région Midi-Pyrénées. Je ne dis pas ça parce que je suis à Toulouse aujourd'hui, je dis ça parce que j'y suis allée à de nombreuses reprises et que je sais la qualité des enseignants qui ont à cœur de transmettre la littérature pour la jeunesse. Quant à la notion de plaisir, elle fait l'objet de pas mal de confusions. D'un côté, elle est, à l'évidence, un levier légitime permettant de s'appuyer sur le plaisir du lecteur. De l'autre, elle est devenue un but en soi, le plus souvent à visée occupationnelle. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans l'accomplissement suprême de la société du spectacle, telle qu'elle a été décrite par Guy Debord, et que le divertissement prend quasiment la forme d'une injonction, qu'elle devient même une formidable excuse à l'indigence. Mais ce n'est pas tout. Il y a une troisième voie, car pendant ce temps-là, je veux dire, pendant l'émergence d'une littérature pour la jeunesse tendue entre ces deux pôles, de l'éducatif et du divertissement, le romantisme, et notamment Émile, 1762, de Jean-Jacques Rousseau, contribuait à ce que l'on accorde un goût et une exigence particulière à la littérature adressée aux enfants. Le XIXe siècle fut très marqué par l'influence du romantisme. Or, le romantisme n'assigne pas à la littérature l'objectif d'instruire, même en plaisant, mais il fait de la littérature un moyen. La littérature libère l'individu de sa sujétion aux autorités, pensaient les philosophes. Elle le guérit en particulier de l'obscurantisme religieux.
La littérature, instrument de justice et de tolérance, et la lecture, expérience de l'autonomie, contribuent à la liberté et à la responsabilité de l'individu. La littérature est d'opposition, elle a le pouvoir de contester la soumission au pouvoir. Et la littérature d'imagination, justement parce qu'elle est désintéressée, acquiert un intérêt nouveau, selon une vocation qui sera bien plus tard développée par Paul Ricoeur dans la conclusion de Temps et Récit, et qui repose sur l'idée que tout individu s'approprie, voire se constitue, dans une narration de soi sans cesse renouvelée. L'identité personnelle se constitue ainsi au fil des narrations qu'elle produit et de celles qu'elle intègre continuellement. Ce faisant, loin de se figer dans un noyau dur, le « je » se transforme à travers ses récits propres, mais aussi à travers ceux qui sont transmis par la littérature, qui s'y greffent, ne cessant de structurer l'ensemble de l'histoire personnelle, qui est, s'agissant des jeunes, plus encore que nous, en devenir, même si les adultes sont parfois oubliés que eux aussi sont en devenir. Je crois que cette voie, ouverte par le romantisme, dans laquelle s'est inscrite la littérature de création, telle qu'elle s'est développée à partir des années 70 particulièrement, est bien celle qui a véritablement pour ambition de construire le futur lecteur et le futur citoyen. Disons pour être précis, cette littérature qui s'est développée à partir des années 60 à New York, impulsée notamment par une éditrice, Ursula Nordstrom, qui publia Maurice Sendak ou Tommy Ungerer, et en France par Arline Quis, François-Henri Vidal, Christian Gourel, etc. Je ne vous refais pas l'histoire. C'est avant tout cette littérature qui s'attache à construire un futur citoyen, car selon la belle formule de Christophe Honoré, un enfant touché par la littérature est un adulte sur lequel on peut compter. Mais dans cette même tribune, Christophe Honoré pointe les limites ou les entraves, selon lui, de cet objectif. Les parents bienveillants, je cite, font rarement de bons prescripteurs de livres pour leurs enfants, préférant toujours lire une histoire douce et tendre à une histoire teigneuse et sèche. Et oui, si la littérature a le pouvoir de contester la soumission au pouvoir, il est évident que le pouvoir réagit. Et le pouvoir qui domine les enfants, en premier lieu, ce sont les parents. Surtout selon Christophe Honoré, qui a fait de la complicité directe auteur-enfant l'un de ses fers de lance. Mais Sendak n'a pas fait autre chose. Maurice Sendak, qui a choisi en 1963, dans Where the White Things Are, j'aime assez répéter le titre original, tant la traduction française, Max et les Maximons, c'est quand même décevante, de mettre en scène les bêtises et la colère d'un enfant en reléguant l'autorité parentale à une voix off, et surtout en nous faisant accéder à l'intériorité de son héros. Cette question de la représentation de l'intériorité est d'ailleurs extrêmement intéressante. J'ai interviewé récemment Anaïs Vaugelade, et lorsque je m'étonnais de l'insuccès commercial de la série Zusa comparé à son succès en bibliothèque, elle me répliquait « c'est normal ». Selon elle, Zusa est une enfant vue de l'intérieur, et les parents, me disait-elle, ne supportent pas qu'on les confronte à l'intériorité de leurs enfants, tandis que les jeunes lecteurs, eux, sont particulièrement avides de ce type de schéma. Et quand on voit les levées de boucliers que suscite un illustrateur comme Nicolaos Sedelbar, dont les livres sont vraiment des portes ouvertes sur l'inconscient des enfants, sur leurs fantasmes les plus secrets, il y a certainement quelque chose à interroger de ce côté, avis aux amateurs. Sendak affirmait, au contraire de la propagande assénée dans une grande partie des livres pour enfants, l'enfance n'est qu'en partie un âge de l'innocence. Selon moi, elle est également un temps de sérieux, de confusion, qui comprend une grande part de souffrance. Elle est aussi, probablement, le meilleur de nos vies. Ce que l'enfant souhaite le plus, c'est de trouver un peu de vérité quelque part. Et cela fait aussi partie du travail de l'écrivain, de faire de son mieux pour rechercher cette vérité. Ce que l'enfant souhaite le plus, c'est de trouver un peu de vérité quelque part, je répète. Or, la vérité, c'est peut-être ce qui rencontre le plus d'entraves. Les pressions morales qui pèsent sur les livres pour enfants et pour adolescents sont diffuses. Elles ne sont pas toujours le fait d'esprits dérangés ou manipulés. La censure n'est pas notre sujet du jour. C'est pourtant un grand sujet, il faut le dire et le redire. L'absolue liberté de création est la condition sine qua non à une littérature qui va effectivement construire le futur lecteur et le futur citoyen. Mais la censure, au-delà des atteintes idéologiques, vient de plus en plus de voix nombreuses, organisées, et c'est tout à la fois ce parent qui s'insurge contre des images qu'il juge effrayantes pour son enfant, cet élu qui ne comprend pas qu'un livre puisse moquer l'autorité,
Parfois, c'est également ce militant associatif bardé de bonnes intentions qui veut faire interdire ou rayer du catalogue un livre qui, par exemple, met en scène une fessée. Il faut aussi, dans une moindre mesure, bien sûr, mais il faut le reconnaître, je crois, c'est aussi ce professionnel qui assène hâtivement, sans appel, que ce livre-là n'est pas pour les enfants, parce qu'il offre une vision de l'enfance qu'il ne reconnaît pas en tant qu'adulte. Parfois, on se prend à rêver d'enfants qui expliqueraient aux adultes le fond de leurs pensées. Et le fond de leurs pensées, comme le dit très bien Sindac, il est confus. Les inquiétudes des enfants sont immenses. La littérature est-elle le seul espace qui leur offre compréhension intime et ouverture sur le monde, qui les aide à comprendre leur devenir, à se construire? Quiconque possède un minimum de clairvoyance et d'honnêteté envers lui-même sait que l'enfance n'est pas ce territoire aux couleurs forcément vives ou pastel, exemple de toute part d'ombre, comme on pourrait pourtant le croire à la lecture d'une pareille croisante des livres pour enfants. Mais qui les écoutera? Qui écoute-t-on quand il s'agit de livres pour enfants? Qui d'ailleurs, en dehors des professionnels, accole le terme de littérature à la production éditoriale destinée à la jeunesse? Les livres pour enfants, ce vague magma incertain. Laissez-les lire, on pourrait être tenté de ressortir aujourd'hui le slogan en réaction aux attaques contre les livres, s'ils n'avaient pour conséquence désastreuse de reléguer les lectures des enfants et des adolescents dans une vague nébuleuse où, si tant est qu'ils lisent, alors nul n'est besoin de s'intéresser à leur lecture. À propos de vérité, s'interroge-t-on suffisamment sur les sujets que les enfants voudraient voir abordés? Olivier Douzou, qui a fait paraître en 1994 un album sur les sans-abri, Les petits bonshommes sur le carreau, a été la cible de réactions hostiles de la part de gens qui ne comprenaient pas qu'on puisse aborder un tel sujet dans un livre pour enfants. Quelques années plus tard, l'auteur analysait ces réactions, les comparant à celles des adultes qui confrontaient un enfant qui s'arrête sur le trottoir devant un sans-abri et pose des questions, les tire par la main en leur demandant de se presser. Or, pourquoi et comment des personnes peuvent dormir dans la rue est un questionnement fort et sensible des enfants. Car finalement, qui s'interroge sur ce qu'est un sujet de société à hauteur d'enfant? On serait sans doute surpris. Ceux qui fréquentent assidûment les enfants de par leur métier ou qui ont une mémoire vive de ce que fut leur enfance, sauf par exemple qu'un sujet fort de préoccupation pour un enfant est celui de la justice, ou plutôt celui de l'injustice. Quand je regarde les bases de données en littérature pour la jeunesse, que sont par exemple Ricochet ou Nantes Livre Jeune, le thème des inégalités ou de l'injustice est l'un des rares à ne rencontrer qu'une trentaine d'occurrences sur des bases de données comptant plusieurs dizaines de milliers de références. Au passage, hygiène et propreté, plus de 100. Non mais quel enfant, a fortiori quel ado se soucie d'hygiène et de propreté, franchement. Mais l'injustice, c'est sûr que si. Et ce fut le sujet préféré de l'un des auteurs pour la jeunesse les plus importants, les plus plébiscités par les enfants, Roald Dahl. Tous ces livres sont de grands livres sur le thème de l'injustice. Alors cette question de la vérité, elle suppose une question. Peut-on tout dire aux enfants? Je crois que oui. D'ailleurs, tout leur est déjà dit d'une manière ou d'une autre. La sphère médiatique qui remplit leur quotidien s'en charge très bien, mais elle s'en charge brutalement, idiotement, la plupart du temps. Or, si la littérature n'a pas à être vertueuse, elle a en revanche à être respectueuse. Alors si elle est respectueuse, oui, je crois que l'on peut tout dire. Et des auteurs l'ont fait. Elzbieta, premier rang d'entre tous, je crois. Elzbieta, c'est cet auteur qui produit des albums pour enfants qui ferait passer les romans de Dickens pour de navrantes bleuettes. La petite écuyère, c'est terrible. On n'oublie pas cette lecture. Et pourtant, c'est essentiel. Souvenez-vous, Flonflon et Musette. On peut tout dire avec précaution. De quoi s'agit-il? De la guerre civile, rien de moins, d'enfants amoureux qui se trouvent d'un côté et de l'autre de la guerre, d'un côté et de l'autre de la ligne de front. Mais le texte, lui, procède par métaphore ou euphémisme, une haie d'épines, au lieu de cette horrible expression fil barbelé. La guerre est finie, là où la ville n'est plus que ruine fumante. Papa avait l'air fatigué quand le pauvre a été amputé. Et toutes les images de ce livre sont vues par la fenêtre. Et on est à Lapin, et on est à l'intérieur de la maison, et on voit au dehors, mais avec toute une série de filtres, les carreaux de la fenêtre, le voilage, le papier à texture recyclée. Rien ne heurte la sensibilité dans ce livre, et pourtant, des questionnements essentiels ont été portés sur l'une des plus grandes violences du monde.
C'est là que réside la force de la littérature, dans l'écho qu'elle peut donner aux enfants, lecteurs, des angoisses profondes qui naissent de leur rapport au monde, de leurs turpitudes intimes, de leur difficulté à se reconnaître dans l'image d'eux-mêmes tronquée que la société leur renvoie. Parce que la vie est complexe et que rien ne dit mieux la complexité que la littérature. Alors, je crois qu'il est temps à nouveau de faire l'éloge de la littérature, de la protéger de la dépréciation à l'école et dans la société. La véritable fin de la littérature pour la jeunesse est de rendre les lecteurs capables de se construire, de mieux jouir de la vie ou de mieux la supporter. T.S. Eliot répétait en 1949 que la culture peut être décrite tout simplement comme ce qui rend la vie digne d'être vécue. La condition humaine ne pouvant être comprise dans sa complexité sans l'aide de la littérature, ceux qui lisent les meilleurs écrivains, jugeait-il, en savaient plus sur le monde et vivent mieux. La littérature, donc, doit être libre parce qu'elle offre un moyen, certains diront même le seul, de préserver, de transmettre l'expérience des autres. Ceux qui sont éloignés de nous dans l'espace et le temps, ou qui diffèrent de nous par les conditions de leur vie, et qui nous sont rendus si proches par l'intimité que confère la littérature. Celle-ci nous rend sensibles au fait que les autres sont très divers et que leurs valeurs s'écartent des nôtres. Elle nous affranchit de nos façons convenues de penser la vie, la nôtre et celle des autres. Elle ruine la mauvaise conscience et la mauvaise foi. Et dans une société où on nous demande instamment d'être définitivement pour ou contre, elle est en soi un éloge de l'ambiguïté, de l'équivoque. Il y a une citation qui, à elle seule, voudrait que l'on plonge tous dans ce combat. Oui, le combat de la littérature. C'est une citation donnée par Antoine Compagnon dans son cours au Collège de France, « La littérature, pourquoi faire ?» C'est une citation d'Italo Calvino. Les choses que la littérature peut rechercher et enseigner sont peu nombreuses, mais irremplaçables. La façon de regarder le prochain et soi-même, d'attribuer de la valeur à des choses petites ou grandes, de trouver les proportions de la vie et la place de l'amour en elle, et sa force et son rythme, et la place de la mort, la façon d'y penser et de ne pas y penser. Et d'autres choses, nécessaires et difficiles, comme la dureté, la pitié, la tristesse, l'ironie, l'humour. À ce stade, tout le monde est prêt à applaudir à cette idée, j'en suis sûre. Mais alors, comment se fait-il que les livres les plus audacieux, les livres les plus libres, et donc les plus essentiels, ne se vendent pas plus, ne sortent pas plus en bibliothèque, que les éditeurs disent vendre de moins en moins ces livres-là, que les auteurs que l'on croyait enfin installés, reconnus, disent aujourd'hui qu'ils se sentent de moins en moins soutenus, que l'on me dit, ici ou là, non mais ce titre il est formidable, mais on sait très bien que ça ne sortira pas. Alors on achète des livres accroches, des livres divertissants et légers, dans l'air du temps, qui finalement ont surtout pour principale vocation de faire oublier aux jeunes qui le lisent. Je crois qu'il faut arrêter avec ce « il faut les faire lire à tout prix ». Peu importe ce qu'ils lisent, pourvu qu'ils lisent. Je crois que notre sujet n'est pas ce qu'ils lisent. Et là, je regrette la participation de Sylvie Octobre, c'était marqué, on peut le dire, qui aurait pu nous expliquer toutes les manières qu'ont les enfants de lire aujourd'hui. Ils lisent en réalité tout le temps, ils lisent beaucoup, plus que toute autre catégorie d'âge, et de plein de manières différentes. Il est temps d'en finir, car je crois que notre seul sujet est qu'ils puissent rencontrer la littérature. Je crois qu'il faut rendre la littérature désirable pour les jeunes, que la littérature ne soit plus pour eux, ce truc chiant à lire pendant 15 jours. Ne faudrait-il pas désormais desserrer un peu le nœud des angoisses sur la lecture et renforcer l'importance de la littérature, nourrir positivement ce terme qui reste à la fois écrasant et abstrait, par une culture plus visible de ces auteurs et de ces éditeurs, par une valorisation de ces collections, et par une affirmation de ce caractère essentiel pour la construction de l'individu. Il faut, je crois, tout simplement parler de littérature et non plus de livres. On ne parle quasiment jamais d'écriture, de style, s'agissant de la littérature pour la jeunesse. On parle d'auteur, jamais d'écrivain, et jamais d'œuvre.
Et pourtant, l'œuvre de Claude Ponty, qui refuse le terme, hein, j'en conviens puisque c'était ici. Mais l'œuvre de Claude Ponty, ce n'est pas rien pour un jeune. Avoir lu Ponty, ça vous change un gosse. Alors, vous allez me dire, mais finalement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Appuyons-nous sur eux, sur les auteurs, sur les éditeurs, sur les textes. Ayons confiance en eux, ayons confiance dans la jeunesse pour entrer pleinement en littérature. Et puisque la citation est un truc sympa, j'en ai une que j'aime beaucoup à vous livrer en guise de conclusion. Elle est de Roland Barthes. La littérature ne permet pas de marcher, elle permet de respirer. Merci. Bonjour, on a un petit peu de temps pour des questions, si vous le souhaitez. Voilà. Une deuxième question. Alors, on oublie la première. La deuxième question, avant la pause. On avait prévu un petit temps de pause. Oui, merci beaucoup. C'était passionnant et voilà, super. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez sur le respect. Et en fait, moi, j'ajouterais encore autre chose, c'est la confiance. La confiance aux ados, la confiance aux enfants en tant que lecteurs. Et je pense que ça participe aussi de cet ensemble-là, la littérature jeunesse. Nous, les auteurs, on fait confiance à nos lecteurs qui sont enfants ou ados. Et comment, en tant qu'auteur, on leur fait confiance. Et comment, quand il y a des personnages adultes dans nos livres, ils sont avec les ados. Le lien entre l'adulte et l'ado, moi je parle en tant qu'auteur ado, là, donc, mais bon, le lien entre l'adulte et l'ado, c'est aussi la confiance qu'on peut faire à l'enfant dans sa capacité à faire des choix, dans sa capacité à dire les choses. Et dans l'écriture des auteurs, ça participe aussi de nos choix à nous. Voilà. Je trouve que ça, c'est aussi un thème important, la confiance. Et on est dans une société qui, globalement, je pense, manque de confiance dans sa jeunesse aussi, dans l'enfance. Mais moi, je peux vous raconter une anecdote personnelle qui montre que moi-même, j'ai eu du mal à faire confiance aux jeunes. C'est en tant qu'auteur de romans, donc Thierry le disait, pour adultes. Mon premier roman a été sélectionné dans le cadre d'un festival du premier roman à Laval pour être lu dans les classes. Et c'est un roman qui, à la fois, comporte, comme on dit, des scènes de sexe explicites et qui se termine, pardon pour ceux qui n'ont pas lu, mais enfin, sur un suicide assez violent. Et donc, quand on m'a appelée en me disant, donc pour ce livre qui est publié chez un auteur, un éditeur, Buchet-Chastel, qui ne fait absolument pas de jeunesse, j'avoue, j'ai paniqué. J'ai dit non mais attendez, c'est impossible, vous pouvez pas faire lire ce livre-là aux jeunes, enfin vraiment, voilà. Et en fait, parce qu'il y a une formidable équipe au festival de premier roman de Laval, parce que ça fait des années qu'ils font ça, ils ont réussi à me convaincre, mais vraiment ma première impulsion, ma première réaction était, et après je me suis rendu compte en fait que cette réaction, elle était surtout conditionnée parce que je connaissais, moi, en jeunesse, des réactions d'hostilité, de censure, de blocage. J'avais pas peur, en fait, de la lecture des jeunes. J'avais peur, par exemple, des parents. Et on sait, je veux dire, des livres qui mettent en scène le suicide, on a eu des réactions vraiment très violentes. Et donc, c'est dingue, parce qu'on est, y compris, et c'est là que ça devient vraiment problématique, cette histoire de censure. C'est qu'on commence à l'avoir totalement intégré, qu'un livre comme ça, forcément, ça va poser problème. Voilà, il se trouve que ce livre-là a reçu énormément de prix de lecteurs ados que j'ai rencontrés, mais vraiment des milliers de jeunes, et que j'en suis ressortie avec la conviction inébranlable qu'ils sont absolument capables effectivement, et qu'il faut complètement leur faire confiance, et que aussi cette idée que la littérature peut traumatiser, etc. Le traumatisme, enfin, un livre ne traumatise pas comme ça. Un livre peut appuyer sur une faiblesse, peut déranger quelqu'un mais en soi, il y a une liberté par rapport au livre qui fait qu'effectivement, il faut absolument, je crois, adopter cette
cette attitude de confiance. Mais confiance aussi, enfin moi je le répète beaucoup aussi, effectivement, confiance aussi du public envers les auteurs et les éditeurs. Hein, un livre pour la jeunesse ne sort pas de n'importe où, il a été réfléchi, il a été discuté, et particulièrement si on est sur des sujets sensibles, bien évidemment que chaque terme est pesé. Donc ça, voilà, je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit aussi, voilà, par nous-mêmes, mais globalement dans toute une chaîne. Vous déplorez le fait qu'il y ait trop d'auteurs qui fassent des livres jeunesse où il y a une morale qui est trop importante. Et vous nous avez dit que vous préférez les auteurs qui, à l'inverse, essayent de faire des choses un peu plus... qui secouent un peu le cocotier, entre guillemets. Et vous pouvez nous conseiller des auteurs jeunesse qui, d'après vous, réussissent à faire des histoires comme ça, qui soient sans morale et qui, en même temps, soient des livres intéressants, qui soient bien pour les lecteurs? Alors, en réalité, j'ai été très prudente et j'ai pas donné mon avis. D'accord. Mais peut-être que j'ai un peu quand même... Vous l'avez quand même donné d'une certaine manière. Oui, non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y a, quand on regarde un peu la production, quand on regarde la manière dont elle est reçue par le grand public, on s'aperçoit que cette idée que le livre doit délivrer un message, qu'il est quand même extrêmement présente, très, très, très forte. Voilà, après... Et donc sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est cette idée qu'on dicte, enfin c'est toujours pareil, quoi. C'est aussi, ça rejoint finalement cette idée de la confiance, c'est qu'à un moment donné, faisons confiance aussi aux enfants pour... Enfin voilà, il y a quelque chose quand même, si on réfléchit 2 minutes, des livres qui disent aux enfants qu'il faut absolument qu'ils soient vertueux envers la planète, etc., de la part d'une population de responsables, mais y compris, enfin nous tous, nous sommes responsables de l'état de la planète aujourd'hui, donc... Voilà, il y a quelque chose effectivement qui parfois est quand même... Mais, et après, donc, quels auteurs... heureusement, j'ai 100 fois plus de noms d'auteurs qui ne cherchent pas, qui ne visent pas l'éducation par la morale que d'autres. Mais... donc après, alors, allez voir la table de librairie, qui est formidable. J'en ai cité quelques-uns, mais c'est difficile de vous en citer quelques-uns parce que je pense qu'il y en a énormément. Mais vous voyez, par exemple, Elisabetta, j'en parlais, c'est toute la différence ténue entre on va rassurer un enfant, on va lui dire des choses sur la guerre, sur la pauvreté, sur l'exil, sur les migrants. Enfin, Petit Gré, moi je pense qu'il faut absolument relire Elisabetta en ce moment. Sans jamais donner de leçons. Souvent, on est très frontal dans la littérature pour la jeunesse. Hein. Je vais te donner un livre sur ce sujet-là, et puis tu vas apprendre sur ce sujet-là, et puis tu vas te conditionner à partir de ce sujet-là. Et laisser de l'ouverture me semble l'une des qualités fortes d'auteurs de littérature pour la jeunesse. Bonjour. Donc, il se trouve que je travaille à la bibliothèque de Toulouse et ce que vous dites par rapport à porter la littérature, porter l'écriture, c'est vrai que nous, on le fait dans les accueils de classe, mais les parents n'y sont pas. Et je me dis que finalement, le travail qu'on a à faire, c'est avec les parents. Et le problème, c'est que les parents viennent le week-end sur un temps très court, avec une demande très forte et une demande, comme vous dites, pratique, morale, voilà. Donc, on essaye, nous, de faire des propositions un peu à côté de ce qu'ils nous demandent parce qu'on n'est pas là non plus pour donner des livres médicaments. Et du coup, finalement, porter l'écriture, la littérature, c'est aussi faire en sorte que les parents fassent cette expérience de la littérature jeunesse, mais avec leur enfant. Donc, tous les moments où les enfants et les parents sont avec nous, c'est aussi un moyen de leur faire découvrir la littérature. Donc, voilà, ils sont beaucoup là sur les accueils de tout petits, donc pour les heures du conte, etc. Mais les plus grands, c'est-à-dire là où on nous dit
voilà, des livres sur le vivre ensemble. Ils sont pas souvent là, les parents, et c'est vrai que moi je me dis si on pouvait développer davantage des propositions pour les enfants avec leurs parents, mais quand ils sont plus grands, pour qu'eux aussi fassent cette expérience de la littérature jeunesse et puis qu'ils apprécient et ils prennent plaisir. Voilà, qu'ils prennent ce plaisir-là et qu'ils voient bien que la littérature jeunesse, c'est un moment qu'ils vont vivre eux-mêmes. Voilà, donc c'était juste. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec cet objectif finalement. Je crois que c'est un peu ce qui coince aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un peu insisté un peu lourdement sur les parents. Parce que je pense que c'est une clé pour beaucoup de choses aujourd'hui, de qualifier finalement les parents par rapport à la question de la littérature pour la jeunesse. C'est-à-dire les faire entrer dans cette culture. Je crois que vraiment il faut... Enfin, en tout cas, moi, c'est un objectif aujourd'hui que je me donne. J'ai beaucoup travaillé et je continue de travailler à la reconnaissance de la création, mais je crois que ça ne suffit pas. Et on voit bien que, y compris, il y a beaucoup de sujets, par exemple économiques, qui concernent le SNE, qui concernent les assises, c'est-à-dire la rémunération des auteurs, etc. Le seul biais, le seul moyen de régler, y compris ces problèmes économiques, c'est d'élargir l'audience. C'est quand même incroyable que pour la littérature de création, le seuil, une espèce de plafond de verre, c'est quoi Thierry ? 3000 aujourd'hui, ça ne cesse de baisser. 3000 titres vendus avec 14 millions. Les enfants, les jeunes, c'est 14 millions. Et encore, c'est des chiffres qui datent un peu. Donc c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Enfin, moi, je suis de plus en plus écœurée par ce hiatus entre des œuvres extraordinaires et la réalité des enfants qui vont lire ces œuvres extraordinaires. Donc je pense que les parents, c'est vraiment la clé. Donc je pense qu'à vraiment à tout un tas de niveaux, il faut vraiment qu'on arrive à élargir cette audience, à persuader les parents que, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur cette histoire de lecture, c'est-à-dire qu'il y a un côté, ils lisent et peu importe ce qu'ils lisent, mais non. La littérature, rencontrer la littérature, c'est ça l'objectif premier en réalité. Et le reste, ça se passe très bien, les livres éducatifs. Je ne dis pas que c'est pas bien, les livres éducatifs, les livres pour rire, les livres pour se divertir, pour s'occuper, etc. C'est très bien, mais ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Donc le boulot qu'on a à mener, effectivement, c'est, je crois, en premier lieu, effectivement, de qualifier les parents et puis de compter sur les enfants aussi. Vous savez, moi, à une époque, je disais, par rapport à Claude Ponty, on me sollicitait souvent, je disais, écoutez, vous mettez Ponty dans les mains des gosses, vous regardez ce qui se passe, et puis vous n'avez pas besoin de moi. Mais bon, il y a ça aussi, c'est-à-dire que aussi de faire confiance aux enfants dans cet échange direct, parce que quand ils rencontrent la littérature, c'est quelque chose de très fort. Il faut arrêter de penser que systématiquement, ça va être retors, difficile, élitiste. Non. Bonjour. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Je ne sais pas si c'est très logique par rapport à ce que vous avez dit. La personne peut lever la main, parce que je vois pas. Je suis là. D'accord. En vous entendant, j'ai pensé à une prof de collège qui nous lisait des livres à voix haute alors qu'on était en 4e. Et c'était un régal. Ouais. Et comme récemment, il y a eu pas mal de bruit autour des histoires de lecture à voix haute, gratuite, pas gratuite. Je sais pas, j'avais envie que vous en parliez un peu si c'est possible. Oui, non, c'est bon. J'ai l'impression, j'espère que cette histoire est quand même, ça paraissait, mais voilà, pour 5 ans. Enfin bon, mais j'espère que du coup on va se mobiliser correctement parce que c'est vraiment effectivement une aberration totale, une ineptie. Enfin, c'est juste impossible. Bien sûr que c'est là aussi un levier très fort. Bon, moi j'étais un peu fâchée avec Daniel Pénac pour ce qu'il a fait à Ernest et Célestine et à Gabriel Vincent. Mais j'ai lu 2-3 interviews là, très récentes qu'il a données. Et bon, c'est vrai que voilà, quand il a quand même été l'un des premiers à parler, à faire et à parler et à inciter à cette lecture, y compris avec effectivement les grands. Et ça, on le fait quand même très très peu, y compris en bibliothèque d'ailleurs. Je sais pas, mais c'est essentiel. Alors il disait aussi quelque chose d'essentiel,
Et alors ça, j'y crois beaucoup. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et que c'est la question de l'intelligence aussi des enfants et des jeunes. Je pense qu'on sous-estime. Comme on a sous-estimé longtemps l'intelligence des bébés, je pense qu'on sous-estime encore l'intelligence des enfants et des jeunes. Et ça, je m'en suis aperçue en travaillant sur les albums sans texte. C'est impressionnant, parce que face à un album sans texte, indéniablement, un enfant est plus intelligent qu'un adulte. Et voilà, enfin pardon, je m'égare, parce que du coup c'était lecture à voix haute et Penac, mais il disait ça. Il disait on devrait davantage parier sur l'intelligence des lecteurs, sur leur goût du décryptage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort chez les jeunes. C'est-à-dire moi, je fais beaucoup non, mais quand je fais des ateliers avec les jeunes, je fais des ateliers critiques. J'ai fait il n'y a pas longtemps une soirée grand public à Clichy, banlieue parisienne, très très dure, des familles dans la salle. Quand famille à Clichy, c'est les mamans. Et on a fait une soirée parents-enfants autour de la lecture de l'image. C'était extraordinaire. Les parents regardaient leurs enfants complètement éberlués de tout ce qu'ils arrivaient à sortir de second degré, d'analyse de l'image. Donc oui, multiplier, c'est sûr, toutes ces actions, ces événements, ces activités autour du ensemble